peuple, d'un pays, car tout peuple qui ne sait pas d'où il vient ne pourra pas se retrouver son chemin pour aller où que ce soit. C'est également un crime de la part d'une personne ayant eu la chance de participer à l'écriture de l'histoire d'un pays, à quel titre que ce soit, si modeste que cela soit, de vouloir garder par devers lui seul ce qu'il sait et ne pas le communiquer aux générations futures. Cela a toujours été et sera le seul but de la tribune de l'histoire. Aller chercher où que ce soit ceux et celles qui ont joué un rôle dans l'écriture de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, nous continuerons résolument avec courage dans cette voie. Ce que nous faisons, c'est une sorte de course contre la mort, c'est-à-dire faire le maximum possible avant que notre départ pour le grand voyage sans retour n'arrive, ainsi que celui des personnes ayant joué un rôle tant soit peu dans l'écriture de notre peuple. 16 novembre 2017. Gottlieb Lobe Monekosso, professeur de médecine, est mort. Monekosso, c'est un Camerounais dont tout le Cameroun devrait en parler, car c'est un des précurseurs de la réunification du Cameroun. Il a été tour à tour médecin, professeur de médecine, enseignant à l'université d'Ibadan, enseignant à l'université de Lagos, cadre supérieur de l'Organisation mondiale de la santé, ministre de la santé du Cameroun, directeur régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut peut-être arrêter là de vous citer tout ce qu'il a fait. Mais revenons-en. La première chose dont on connaît de Monekosso, c'est qu'il est un des précurseurs de la réunification du Cameroun. Cette réunification que par la suite, ceux qui ont pris le relais ont bâclé. Mais il a été le précurseur. Ce qu'on ne connaît pas aussi, que les Camerounais ne connaissent pas, c'est qu'il est le seul Camerounais, avec des Européens, à avoir participé à la conception et à la création du Centre universitaire des sciences de la santé. Amadou Ahidjo l'a choisi comme étant le seul Camerounais qui a participé aux travaux pour créer ce centre universitaire des sciences de la santé qui est devenu par la suite la faculté de médecine de Yaoundé. C'est l'œuvre de Monekosso. Il est donc mort à 89 ans. À cette occasion, nous avons décidé de vous reprendre une émission que nous avons réalisée avec lui, pour que ceux qui ne l'ont pas suivi ou qui ont oublié déjà ce qu'ils ont vu, revoient qui était Monekosso. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir.
Ladies and gentlemen, Majesty, thanks to receive us here. Yes. And to accept to participate in this program. We are very lucky, and thanks very much. Yes, you're welcome, you're welcome. 20 years ago, yes, was my first time to meet you, as they said, face by face. We were in the VIP lounge of the Douala International Airport. It was probably 5 a.m. local time. You came to await for your guest coming from Paris on board of the late UTA French company. Yeah. Myself, I came to wait some for my friend. And something behind that day. The young girl who was on duty, you asked him, it was probably 5 a.m. local time. You asked him, I want to have juice, fruit juice, tea or coffee. He didn't answer. And after you insist, and to answer you, he said, I'm sorry, we have only water in the toilet. You didn't say everything, you keep your cool mind. I was very surprised to see that. 20 years ago. Is that so? 3 years ago, I meet somebody, Mr. Godbe Monekoso. We were speaking, the whole thing and that. I related this one I told you now. Yes. And he told me, don't mind. Chief Mukete is always like that. I know him from very long time. He keep cool mind, everything. That's good. And he told me he went together in Great Britain to school in 1947. Is it that? I went actually in 49. I think Monekoso went ahead of me, I think, probably in 47, but I went in 40, I was there in 49. In 49? Yes. After that, in 1950, you and some association of Cameroonian students in Great Britain and Ireland. That is correct. 1 year more after, in 1951, yes, you went to Paris. You, Monekoso, with another girl, I forgot the name. Sona, Teresa Sona. Margareta Sona. Teresa Sona. You go to meet French Cameroonian students, French speaking in Paris, and ask them to join, to make some union. That is correct. That, in my own point of view, is the first of reunification of this country. But many people don't know that. That is true. So why, last time I saw you in Sawa Novotel, I told you I want to come to meet you because I know that's the beginning of the reunification of this country. So you are the one who are in the history of Cameroon, but many Camerooners don't know. That I want you to relate to us all this period from that time till now. Excuse me, Majesty, what's your age? In my 94th year, 94 years. 94 years? November will make me 94. In 1949, you went to study in Great Britain. Yes. Can you tell me your background? I was awarded a scholarship, Colonial Development Welfare Scholarship. Actually, I was awarded two. I chose that one, the West African Cocoa Research Institute. I wanted to do botany. I had a diploma in agriculture in Cameroon from Yaba Higher College. In Nigeria? In Nigeria, Yaba Higher College. We continued to the School of Agriculture in Ibadan, not the University of Ibadan. It was not built then. Now, when I was awarded a Colonial Development and Welfare Scholarship, I went to Manchester University. In 1947? In 1949, yes. But just like other students, when you got to England, you were very struck by the development you found there. It was obvious that it had been there for some centuries, hundreds of years, some of perhaps millennia. Fantastic development. And you wonder how that happened. Whereas, in fact, back home, we're too young, we're just developing. How did it happen? And that's how other
people, your colleagues from back home also felt the same. So that whenever you met, you spent a lot of time talking about this matter. This question of development of our country, what's happening? We developed. In the end, you could, in our own case, we thought of our country, and we knew that our country had been split after the First World War by the Allies, and of course we felt something should be done. Our country split. Something should be done about it. We were discussing this, and we thought that something should be done. We should form an association of our Cameroon students. We discussed it many times. We decided to form such an association called the Cameroon Students Association of Britain and Ireland, because some of our colleagues were studying in Ireland. We formed such an association. As a matter of fact, my wife was given a grant to meet me for 1 year in Britain. And the first meeting of this association... You were president? No, I was not. I was not president. Dr. Gwanula was president. Dr. Gwanula was doing medicine in Glasgow. And the first meeting of this association took place in Manchester, where I was. My wife too was then with me, and one before girl by name Teresa Sona, Miss Sona Pambanda, was also doing education in Manchester. We arranged, it was we who arranged for this meeting, accommodation for our brothers in the hotels in Manchester. The meeting took place. It was a great success. I have the minutes. But in that meeting, the most important issue was the issue of the reunification of our country. This was in 1951, yeah, in Manchester. I've got the minutes. Dr. Gwanula was studying medicine in Glasgow. He was the president, voted the president. And Ms. Teresa Sona was secretary. And the assistant secretary was Gottlieb Monikoso, who was studying medicine in Guy's Hospital Medical School in London. Dibwe was also a member then. Dr. Dibwe was doing medicine in the Royal College of Surgeons in Dublin. This meeting took place. It was a great success. I've got the minutes. Right. And as I said, the issue of reunification was a central matter.
Maintenant, je vais me tourner vers vous, docteur Monet Kosso. J'aime beaucoup vous appeler professeur Monet Kosso, comme monsieur le ministre. Je viens de parler avec Chief Moukete, vous avez suivi, et il nous a dit comment ça s'est passé, ces débuts. Alors, il nous a dit que vous êtes arrivé en Grande-Bretagne en 1947, et lui, il est arrivé 2 ans après vous en 1949. Alors, d'abord, dites-nous, qui êtes-vous exactement? Vous êtes né quand? Quel est votre âge? Moi, je suis né l'année 1928. Je suis originaire de ce village de Bombari. Vous êtes né à Lagos? D'origine, oui. Non, vous êtes né à Lagos? Oui, de Bombari, oui. Et où j'ai fait mes études et par la suite formé comme médecin à Londres. Votre père est parti au Nigeria en quelle année? Vous vous souvenez? Je ne pourrais pas me souvenir puisque je n'étais pas né. Vous n'étiez pas né. Mais ce qui est sûr, c'est que le début des années 20, il était déjà là. Puisque son premier fille est née 25. Donc il travaillait déjà pendant au moins 2-3 ans avant de venir chercher sa femme, notre mère. Oui. Il était postier. Il était comptable dans le département des postes et télécommunications, de télégraphe de l'époque. Il s'appelait Moni Georges François. Alors maintenant, vous êtes né au Nigeria, vous avez fait vos études et vous allez en Grande-Bretagne quelle année pour poursuivre vos études? J'ai fait mes études secondaires des années de la Deuxième Guerre mondiale, 39 à 45. Et début d'enseignement supérieur, qui était en quelque sorte une classe terminale, 46 et 48. Et c'est 48 que j'ai quitté Lagos pour arriver à Londres. Donc c'est pas en 47, c'est en 48 que vous C'était à 48. Maintenant, quand vous arrivez, vous vous inscrivez à l'école de médecine, c'est ça? Oui. Guy's Hospital Medical School à Londres, qui était l'une des écoles très prisées, avec une très longue tradition. Alors, au début de cette émission, nous avons dit que nous présentons aujourd'hui les précurseurs de la réunification, puisque nous fêtons cette année la deuxième partie de la réunification du Cameroun. Mais il fallait qu'avant de le faire, qu'on sache ce qui était qui. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus forts, mais c'est-à-dire ceux qui ont été les premiers à y penser. Et je veux que vous êtes dedans, parce que vous avez créé l'association des étudiants camerounais de Grande-Bretagne et d'Irlande. Oui, disons que précurseur, ce pourrait être les mots ou non. Dans la mesure où nous avons été conscients d'un pays qui n'existait même pas à l'époque que nous parlons Cameroun. Cette conscience était là chez nous. Dans mon cas précis, je dirais que c'est mon père. Puisque étant fonctionnaire colonial à Lagos, il nous a toujours dit, tous les enfants, que nous ne sommes pas d'ici au Nigeria, nous sommes ici pour travailler. Mais il va falloir rentrer chez nous au Cameroun un jour. Et il a renforcé ces messages en nous envoyant au Cameroun en vacances scolaires. Les années où n'était pas en vacances, puisque lui prenait des vacances tous les 3-4 ans. À ce moment-là, il venait avec nous tous. Mais entre-temps, quand nous étions 11, 12, 13 ans, il nous envoyait comme ça. Seul. Pour prendre des trains à partir de Lagos jusqu'à Aba. Ça c'est 4 jours. On départ lundi matin, on arrive à Aba jeudi après-midi. Et de là-bas, il va falloir trouver le transport
pour aller à Oron, qui est un petit port fluvial, presque en face de Calabar. Et puis de Calabar, on prend une autre occasion par la mer pour atterrir à Victoria, aujourd'hui Limbe. C'est là-bas on nous prépare, toujours nous les enfants seuls, pour monter à Kumba. Et à Kumba, on passe la nuit chez l'un des amis de mon père, il s'appelait Makia. Il était régisseur de prison à Buea. Et l'un de ses filles, Hannah Makia, est devenue par la suite l'épouse de c'est même Victor Mokete, dont vous parlez tout à l'heure, Duc Mokete. À Kumba, on se lève tôt le matin, on porte nos bagages sur nos têtes pour marcher, ça fait pour au moins 7 km vers le fleuve Mongo, fait transporter par pirogue de l'autre côté et marcher par la suite vers Mundek, qui est dans le trajet de train Douala-Konsamba, pour arriver là-bas avant 11h05 pour attraper le train qui nous dépose à Bomono. Et à partir de Bomono-Gare, encore 7 km à pied à Dibombari. À l'époque, il n'y avait pas une route, c'était une piste. Et on arrive à Dibombari, on sait que voilà chez nous, voilà notre maison. C'est ça qui a fait qu'au moment de faire le choix, vous allez de la nationalité camerounaise ou la nationalité nigérienne, je n'avais pas de difficulté. Vous choisissez la nationalité. Oui, parce que papa nous a toujours dit. Et c'est par la suite que j'ai compris par mes propres études que un pays que le Cameroun n'existait même pas, puisqu'on était une colonie divisée entre la France et la Grande-Bretagne. Alors, maintenant, comment ça va alors se passer? On vous a conscientisé. Et c'est pour ça qu'en 50, qu'est-ce qui va se passer? J'étais étudiant à Londres. Nous étions une dizaine, peut-être même pas plus. Nous avons crié. Je ne sais pas qui parmi nous a pris l'initiative, mais c'est sûr que nous nous sommes retrouvés ensemble à Bangor, au nord de Pays-Galles. C'est là où on a créé cette association. Nous étions une dizaine et chacun avait un poste. Le président, vice-président, secrétaire général adjoint. Qui était président? Au début, je pense que c'était Dr Guanoula. Il était devenu docteur par la suite. Il était de Nord-Ouest, un étudiant en médecine, l'aîné de notre groupe. Et par la suite, ce que moi j'appelle comme dirigeant du groupe, véritable dirigeant, n'aime pas parler de poste, c'est Victor Mokete. Et c'était lui l'animateur principal de ce groupe d'étudiants. Et vous êtes secrétaire général adjoint? Oui, et Thérèse Assona était secrétaire. Thérèse Assona. Et vous êtes secrétaire général adjoint. Thérèse Assona maintenant doit être morte. Oui. Elle a épousé un médecin au Nigeria. Paix à son âme. Paix à son âme. Alors, vous montez dans cette association des étudiants? Oui, on a tenu des réunions pour trouver les arguments. Pourquoi nous devons faire une réunification avec le Cameroun, l'autre Cameroun, au lieu de rester avec le Nigeria. Et comme la plupart de nous avaient passé par le Nigeria, nous connaissions les deux environnements. Nous sommes en 1950. Nous sommes en 1950 et 51 l'année suivante, c'est que Thérèse Sona et moi sommes partis à Paris, envoyés par les autres étudiants, que comme nous sommes de la vie en faveur de la réunification, quelle était la vie des étudiants camerounais en France. C'est là où, dans ce premier voyage, je dois dire, nous ne les avons pas trouvés. Mais on a trouvé des amis des Caraïbes, on a laissé les messages et les lettres. Et quand ils ont rentré, c'était le mois d'août, le mois de mort en France. Quand ils ont rentré, ils ont répondu à cette lettre. Et c'est par la suite, il y avait des réunions, tantôt à Londres, tantôt à Paris. À ce moment-là, comme les études médicales sont très accaparantes, moi j'étais interne des hôpitaux à Londres. Je ne prenais pas actif dans les réunions puisque j'étais hospitalier. Mais chaque fois qu'il y a des visiteurs, quand les choses commençaient à évoluer, M. Foncha et Ndele et les autres venaient à Londres. Les étudiants, nous avons fait de notre devoir d'aller les chercher et prendre contact avec eux. Il a fait connaître notre opinion à nous.
I talked about many other things. I talked about CDC, the various things about education policy and so on. I've got the minutes. Now, a year later, the association met again, but this time in the University of Southwest in Bangor, where one Ebai Mbiwane died about a few months ago, unfortunately, was studying electrical engineering in the University of Southwest in Bangor. He had approached the university authorities to obtain permission for us to use the facilities of one of the halls of residence of the University of Bangor. He succeeded. We got there, all of us, Dibwe, B1, Monikoso, the rest of us were there, and held our deliberations. Here again, the main issue that cropped up was the future of our country. Our country was split up. What should be done to bring it together? We should work for the reunification of our country. But it was argued that whilst we were so hot on reunification, it was necessary for us to know what our brothers and sisters studying in France thought about reunification, because if they too were not interested in unification, all our efforts would be futile. That was a great issue. But this was 1952 now, and I was at the end of my course. I finished my course in Cambridge. I was then, from Manchester, my scholarship was extended for me to go to Christ College, Cambridge. So I spent a year and some months. I finished. Now, the question was made, how would we find out what our brothers and sisters in France also about unification? Because unless they too were hot on it, we would get nowhere. I was almost getting ready to leave to go home, but I felt I could not go home without knowing what the situation was. And I decided on my own to go to visit Paris. It was during the holidays. I took the train in London and went to Paris. It's a long story here. I went to my hotel, told the receptionist that I would like to meet Cameroon students, especially those in the hospital. I had not even settled much, but I just put my things. It's a short visit. The receptionist said, well, to go there, you should go to City Universitaire. I said, but how does one get there? They said, you take a taxi and you'll find your way. I stepped out and took a taxi, drove along. There were people drinking tea, drinks along in the summer, some of the hotels, restaurants. The first student, this first black man I saw, I stopped him and I just introduced myself to him and said, I want to meet Cameroon students. I came from Cameroon. He was a boy from Martinique. He said, follow me. I followed him. We got to a certain place where we saw a young man. I said, let's go there. He looked at me and said, that is a Cameroonian. I went and met him and introduced myself. I have to cut it, it's a long story, I have to cut it short. I said, my name is Mukete. I come from British Cameroons. I'm studying in England. And we have been discussing the future of Cameroon, the unification and so on. But we wondered whether you here, brothers and sisters here, also attach importance to that issue. He was excited. He said, whoa, hey, Mandenge, there was another fellow. He said, Mandenge, Yaounde, Yaounde. Mandenge came and joined us, and we started speaking in the Douala language. Now the conversation, and as we talked, they were all excited. They called other boys from the French Cameroons. We gathered, and we began discussing issues about Cameroon. Tell me, but you can cut off issues later on. What's the name of the first man you meet? The first person His Majesty met when he got to France, to Paris. Oh, well, let me tell you that I've got a list of fellows there are so many. Yeah. This young man called Mandega, but the other names are there. So we moved from there to a house, one of the students' houses, and we started discussion till night. You know, it's a wonderful thing. Till night, you will not even think of meeting. It continued tomorrow, the following day. It continued the following day. We're discussing now to join our country. What would do? There are two languages. What should we do? Now the education policies. Now what should we do about economics? Many issues we're discussing.
Many. I had no time even to go to look at the shops. When I was so satisfied, the legal issues, what shall we do? They told me that they were afraid that British policy, perhaps diplomacy, had won us over to want to remain with Nigeria. I said, no, not a bit. I said, we were afraid that you might want to become French citoyen. They said, no, not a bit. They said they had even fought for unification, even sent a delegate to the United Nations when the United Nations was meeting in Paris. But the boy was not accepted because of his status as a student. However, their memorandum was accepted by the United Nations. All of them were architects, I would say so. Students in London were architects in a way, but I would say that even by this time, there had been a university in the back, and Ekangaki and others were students going to support meetings, support Priso, and talk about unification. Lantum and others, and then even NASA, they're going to Yaoundé and organizing conferences concerning unification. The papers they were there, but NDLA played an important role. They were attending the parliament in eastern Nigeria, Let's go to that. Regional crisis. Eastern regional crisis. Crisis, yes. Crisis. Here you have Landio, Ndeli, Estimuna, Kangia, Foncha, and Ngala. That, do you remember in what time this crisis? Because it was in 1954. You can read it. In 1953, Yes. Eastern region was hit by a political crisis. I was here. I arrived in Cameroon in 1952 November. So in 1953, I was the Secretary General of KUNC. But here there was in KNC. Well, yes, I'm coming now. There was a crisis in the Eastern House of Assembly at that time, a very important crisis. They formed the Eastern Bloc, which was led by Ndeli with Muna. And they walked out of the Eastern House of Assembly. They walked out. They had the policy of benevolent neutrality. They said they would not take part in Nigerian affairs. They were going out, and they said they would not return to that house anymore. They wanted their own Cameroon house. But Mbile and Motumbi Woleta decided to continue with Nigeria, with the NCNC. There you had the first time when there was a split in Cameroonians. Some who wanted to break away, ultimately perhaps to unify, and others who wanted to be attached to Nigeria. That's the first time there was a split. No, it was... When they walked out, they said they want to unify with Cameroon. Yes, they wanted to unify. But there were some who wanted to continue with Nigeria, Mbila and others. The Cameroonians had now split. One group, like the rest. Estimuna, Kangia, Foncha, and Ngala. That's right. They are very young here. They wanted to unify. They wanted to unify with the French Cameroon later. Yes, but others wanted to be with Nigeria. Some others wanted to be Nigeria. So you can see a crisis. We were out. We saw that there was a serious situation had developed. Oh!
Mais ce qui est particulier avec ces groupes étudiants, bien que nous avions tous suivi les filières de formation anglo-saxonne, et avec, dans notre groupe, certains qui sont venus de l'ouest de Mongo, et les autres comme moi, l'est de Mongo. C'est-à-dire cette conscience était une subjectivité des gens qui étaient des voisins, géographiquement parlant. Et les voisins également sur le plan linguistique. Puisque si je ne me trompe pas, la majorité de ces étudiants parlaient Douala. C'est ce que Chief Mouquet vient de dire. Oui, parlaient de Douala. Donc cette langue était donc la langue commune entre nous. Je dois dire également, dans cette prise de conscience, puisque je ne me sens pas un précurseur. Ce que je sais, que j'avais des influences influencées par les événements. Par exemple, pendant que j'étais à l'école primaire secondaire à Lagos, il y avait une colonie de Camerounais à Lagos, peut-être 200, 300. Dans ces colonies, il y avait, je me rappelle bien, M. Paul Calais, qui était headmaster de Salvation Army School. Et lui tenait des réunions dimanche après-midi, peut-être une fois par mois, des Camerounais. Il avait créé ce qu'il appelait le Cameroun Youth League. Moi, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, mais j'ai assisté quand même. Mais ensuite, il y avait des réunions, des rencontres de caractère social et familial en toutes ces colonies camerounaises qu'ils appelaient tous Camerounais, où il y a les grands groupes. Dans ces groupements, il y avait ce qu'on appelait des Yaoundé, et puis les Bassa, et puis les Douala, ainsi de suite. Et pendant notre réunion de plaisir, de danse, on avait adopté, je ne sais pas comment, mais la Siko était la danse de ces colonies. La Siko. Oui, et puis moi j'ai grandi à Lagos, j'ai imaginé que la Siko c'était la danse de tout Cameroun. La danse nationale du Cameroun. La danse nationale du Cameroun. Il y avait certaines personnalités qui ont traversé les frontières. Je me rappelle surtout Francis Mbassimanga, qui était de ce même village de Bombari. Oui. Maintenant, ce n'est pas de Bombari, Bouelelo. C'est-à-dire sa maison est jusqu'à 3-4 minutes à pied d'ici. Lui a commencé ses études de partie francophone. Par la suite, il a complété les études, il a traversé des frontières. Il était à Nyasoso, il y avait une notoriété comme une école normale. Et lui a fait du bilinguisme, son axe majeur de sa vie, anglais et français. De telle sorte qu'il a fait par séquence l'enseignement primaire, l'enseignement normal, l'enseignement secondaire, où il est parti même au Ghana. Par la suite, l'enseignement supérieur, pour atterrir à Yaoundé comme enseignant, un professeur à l'université, professeur, chef de département de l'anglais, puis ensuite doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à l'Université fédérale du Cameroun. À l'époque, dans ce groupe de savants camerounais, je dois le dire, il y avait les Thomas Meloni et Stanislas Meloni. Alors, donc c'est tout ça qui vous a conscientisé. Et en 51, 52, donc, vous mettez ça en marche, c'est-à-dire des réunions, tantôt à Londres, tantôt à Paris, c'est ça? Oui. Parce qu'il faut donc expliquer que c'est ça, le vivier, c'est-à-dire la base même. La base était estudiantine. Pendant la colonisation, le Cameroun anglophone se trouvait dans la division administrative de la Southern Province du Nigeria. 6 élus siégeaient donc dans l'Assemblée provinciale du sud du Nigeria. Il était prévu dans l'exécutif de cette province un représentant du Cameroun anglophone. En 1953 éclate une crise
les 6 élus de ce qu'on appelait le bloc camerounais claquent la porte de l'Assemblée provinciale du Sud-Est et vont rencontrer les autorités britanniques à Londres. Ils leur font part à cette époque, et c'est très important, d'une éventuelle réunification avec le French Cameroun. Je répète bien, une éventuelle réunification avec le French Cameroun en 1953. Après donc les étudiants anglophones à Londres en 1950, les étudiants francophones à Paris en 1951, Nyobe, qui détient un mandat de ces deux groupes, se rend le 17 décembre en 1953 et parlant en leur nom, demande la réunification du Cameroun. Le 4 octobre 1952, l'Union de population du Cameroun avait transmis une demande au secrétariat des Nations Unies demandant à intervenir sur les 3 questions suivantes. Unification du Cameroun, position du Cameroun vis-à-vis de l'Union française et fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance. L'Union de population du Cameroun a demandé à être entendue par la 4e commission sur les 3 questions que j'ai mentionnées parce que les populations de notre pays estiment que ces questions sont des questions cruciales dont la solution conditionne la marche du Cameroun vers son autonomie et son indépendance. Et je tiens à profiter de cette occasion pour remercier la 4e commission d'avoir autorisé notre organisation à être entendue par elle. Et vous avez la parole, Monsieur Nyobe. Monsieur le Président, je comprends que je dois être bref pour ne pas abuser de la patience de la Commission. Mais étant donné que l'autorisation de l'audition de l'IPC par la 4e commission avait soulevé certaines objections, je dois faire une brève explication là-dessus. Je parle au nom de l'Union des populations du Cameroun, seul mouvement politique le plus représentatif, comme peuvent l'attester les différentes missions de visite qui sont venues, et comme peut l'attester également Monsieur le représentant du gouvernement français en se basant sur ses propres rapports annuels envoyés à l'Organisation des Nations Unies. Je parle également au nom de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, organisation syndicale la plus représentative, reconnue également par le gouvernement, qui compte 15 000 membres. Je parle également au nom de la Solidarité Babimbi, dite Solibabi, mouvement qui représente une portion de pays de 60 000 habitants. Mouvement très suivi par toute la population, dont le candidat recueille le plus de voix aux diverses élections. Je parle également au nom de l'association camerounaise des anciens combattants, de tous les anciens combattants africains, de la section africaine de l'Ouest. Et je parle ici au nom d'un élément qui est très important pour la population de notre pays, en l'occurrence l'association des étudiants camerounais de France, qui m'a remis un mandat en déclarant que toute personne qui ferait une déclaration contraire au programme que je défends doit être censé ne pas parler au nom de la population camerounaise. Voilà ces 6 élus que nous vous présentons de gauche à droite. De gauche à droite, Lanjo, Ndeli, Estimuna, Kangia et derrière Foncha Ngala. C'est ces 6 élus qui parlent donc pour la première fois. Les politiciens élus, puisque Nyobe, se rendant à l'ONU, n'était pas élu. Donc pour la première fois, les politiciens élus parlent ouvertement du problème de la réunification du Cameroun. Quand Kosciusko Morizet, puissant représentant de la France aux Nations Unies, rédige avec ses homologues le projet du référendum sur le Cameroun en 1959, il pèsera de tout son poids afin que le référendum ne se déroule qu'au Cameroun anglophone. Il expliquera par la suite à Amadou Ahidjo, qui le répétera à Charles Nanawono, qu'il était sûr que les francophones, plus nombreux que les anglophones, n'étant pas préoccupés par la réunification, hormis quelques politiciens, le résultat aurait été majoritairement non. C'est ça l'histoire. Il faut l'accepter telle qu'elle est, au lieu d'essayer de la transformer. Ceux qui voulaient le plus la réunification, c'est nos frères anglophones. Some of our people wanted Cameroon to join Nigeria. There were not many. Others, of course, wanted
the KUNC was non-existent. Ndeli had his own party, I think this was the CPNC or something like that. So as Ndeli led a bloc of Cameroonians from the Eastern Assembly, we saw now that there was no difference between the KUNC and Ndeli CPNC, whatever his party was, and that it was necessary to amalgamate these two units in order to effectively fight against those who wanted integration. And we removed the U from KUNC and then formed the party KNC. I continue as the Secretary General of KNC. From Secretary General of KUNC, we amalgamated in my father's house to form the KNC, and Dibonga as the President General of KNC, Ndeli as the parliamentary leader. I was the Secretary General of the KNC. And I continue to be the Secretary General. At the beginning of the reunification of Ghana. Yes, that's right. And I continued as the Secretary General of KNC until 1955 when I became a minister. Yeah, it was first a minister without portfolio. Later on, they gave me Minister of Agriculture, Research, Agricultural Research, Natural Resources Research and Information in Nigeria. That continued up to the 1959 when we had to leave, when the mandate ended. And of course, the Southern Cameroon said they didn't want any federal elections to Nigeria anymore. And that's why the Governor General made me chairman of CDC. Le même phénomène s'était produit à l'University College Ibadan, où on trouvait futur secrétaire général de l'EUA, Nzo Ngaki. Nzo Ngaki était étudiant inscrit à la faculté des lettres, étudiant de langue anglaise. Et moi, j'étais médecin résident au CHU. Et c'était donc chez moi, d'un certain informel, que tous les étudiants camerounais gravitaient en fin de semaine, vendredi soir, samedi soir, pour prendre un petit pot et pour discuter et débattre de la politique camerounaise entre eux. Et parmi ces groupes... Ça c'est bon parce qu'on n'est pas indépendant. On n'était pas indépendant. Vous êtes à Lagos, disons, à Ibadan. Oui, 54. Oui. C'est-à-dire, je n'étais pas politisé en soi, mais nous menons ces activités comme naturelles. Nzo Ngaki, donc, un jour, il est venu me voir que lui voulait apprendre le français, puisque de la façon dont il voit les choses, le Cameroun va en réunification, et la langue française sera importante pour nous. Ça, c'est en quelle année à peu près? Ça, c'était 58. Et puis, il m'a donc demandé que je lui trouvais un moyen de le faire. Donc, pour apprendre le français. Je lui ai dit, si pour aller à Douala, j'ai écrit à M. Sopo-Prizo, qui était un ami aîné. M. Sopo-Prizo, en tant qu'homme politique, l'a littéralement attrapé Nzo, de garder chez lui pendant toutes ses vacances. Non seulement pour apprendre la langue française par la pratique, mais Nzo a donc rencontré des hommes politiques camerounais de l'époque. Et au retour, il a rédigé un livret qu'il appelait An Introduction to East Cameroon. C'est-à-dire, il décrit donc pour les jeunes de West Cameroun, qu'est-ce que c'est le Cameroun oriental. Ensuite, juste avant même de passer sa licence, en 59, je crois, licence S-lettres, il était déjà venu au Cameroun participer à une élection. Et puis après les élections, il a été nommé vice-ministre des Affaires étrangères à Yaoundé. Donc il quitte l'université pour entrer directement au gouvernement. Alors, c'est ça, c'est ce que vous refusez qu'on dise que vous êtes des précurseurs de la réunification, mais c'est le mot, il n'y a pas autre chose. C'est vous qui avez compris très tôt, qui avez imaginé, c'était un rêve d'étudiant. Nos parents ont compris, et je ne sais pas ce que les Allemands les ont fait manger, mais ce qui est vrai, que tous ces parents aînés de l'époque parlent du Cameroun
Le Cameroun a déjà été séparé en deux morceaux, mais pour eux, c'est un seul pays, le Cameroun. L'idée d'avoir une autre n'était même à l'esprit. Quand on parle de Nigeria, on habite Nigeria, ça c'est bien. Mais notre pays, c'est le Cameroun. Or, on n'était pas indépendant. On n'était pas gouverné ensemble. On était gouverné séparément. Oui. Mais ce sentiment était là. Vous dites tout ça parce que les Allemands leur avaient fait manger. Oui, je ne sais pas. De toute façon. Puisque le pays a été créé d'abord comme colonie allemande. Donc c'est pendant cette période, évidemment, qu'ils avaient cet esprit est resté. Après le départ des Allemands. Oui. The NDLA had a party. It was not a KUNC. A separate party. CPD. Yeah, that's right, yes, yeah. But we have so when we saw that he left Nigeria, was living in Nigeria, we were happy that he was actually working for unification. So we said, why should the two parties? Because he was living in Nigeria, all of you. Yeah, yeah. So we decided to amalgamate the KUNC with Ndeli's party to form the KNC. All these fellows continued as KNC members to the very end. But the KNC policy was changed by Ndeli, and I quarreled with him. Left, the betrayed us, turned to be for integration with Nigeria. I never knew up to the time he died. It was extremely dangerous that I, Cameroonian, in the Nigerian government, I was talking that Cameroon cannot be part of Nigeria. I knew my stand in Nigeria. I went anywhere. Of course, I was educated. I knew Nigeria very well. But I spoke openly because my cards were on the table. When they make me a minister, the Governor General told me, he said, what's your program? I said, I was voted in on the platform of unification. Then he said, oh, well, unification, the way problem in unification in the British Togoland, there, of course, the way it's voted to be to join Ghana. I said in Cameroon, the reunification idea was very strong, very, very strong. I said, I believe in the unification of Cameroon. That's what he said, sir. You are the... Yeah. So who is the minister among you? There were six of us. I said, I don't know. He said, you are the minister. I said, thank you, sir. But from that moment, being in the cabinet of Nigeria, it was, and having a policy of leaving Nigeria was a tricky issue. I decided to be very honest about it, to keep my cards with the face upward, to make my stand. And everybody, all the time I was in Nigeria, everybody knew that I was there, and I was waiting for a time when Cameroon would be unified. I suppose you were in Fumban. No, I didn't. I didn't go to Fumban. Okay, because in Fumban, when Cameroon French came, they broke constitution only on French. I'll talk on the constitution later. But I'm talking about the language issue, which is a problem. I didn't feel it at that time because translation and interpretation equipment arrangements were perfect and efficient. But lately, for some years now, I have attended conferences in the conference center, and I've been very upset that in spite of the equipment there, no arrangements have been made for interpretation. And I've left the place full comprehension, and I've not been happy, and I've made my views known. I've spoken to chairman, and this is my view about language. I've expressed to the Secretary General of the CPDM and the Minister of Communication, Mr. Issa Chiroma. I've been there to him with copies of the Tribune. The Tribune is a national paper of information. But I have been surprised that all along it has not fully catered for the interests of the English-speaking part of this country. And I've made hiding of my view. I'm honest about these things. I'm a lover of my country. It's not good. I told Issa Chiroma. Issa Chiroma is bilingual, fully bilingual. And he appreciated this point. And he said, no, he'll take care, he'll try to do something. Of course, results cannot be automatic. But we have many young people here who are well qualified in translation. Why don't we use them?
Why do you have the Tribune coming out with laws in French, the government notices and so on, all of them in French, week after week, year after year, nothing is done. And after the next 2 or 3 years, the English thing came to also give us an opportunity of learning what is happening. This knowledge is so important in the world, you know. And it has been said that the difference between the developed world and the developing world is based mainly on information. When you go to school, what you are going to do is to learn information, get information of what has happened over the years. I'm sorry that on this issue, we have not done well enough. You can't blame it's the policy of this country, bilingualism. You can't blame the President of the Republic. It's the execution of these policies which happened. So it's not correct. You're asking me what I think about. We expected this different. It's not going to continue. Our children are bilingual. It will not exist. When we are passed away, there will be no problem. But so long as there are some people today living. Alors, après l'indépendance, naturellement, vous militez pour l'indépendance, ce groupe-là. Oui, c'est-à-dire, on peut utiliser ce terme dans le sens moderne du mot. Mais à l'époque, ces étudiants à Ibadan sont par la suite devenus les directeurs centraux de la plupart des départements étatiques avant l'indépendance et de l'unification. Diboué est devenu directeur de la santé publique. Un autre est devenu directeur des travaux publics. Mbiwan est rentré spécialement pour créer l'électricité Kampawa. Mbiwan était haut fonctionnaire de la société Shell. Avant le Nigeria, il était patron à la Trinidad, à la Trinité. Je lui ai rendu visite là-bas quand moi j'étais chercheur en Jamaïque. Mais Mbiwan était le patron. Mais il avait un esprit nationalistique qui a fait lui démissionner de ses postes. Non, il a été par la suite affecté au Nigeria. Il était parmi les techniciens qui ont œuvré pour faire annoncer aux hommes politiques nigériens que le pétrole qu'on a trouvé à Olo et Biri est d'une quantité importante. Puisque les colons disaient, on a trouvé le pétrole, mais il n'y a pas grand-chose. Il était donc l'un de ses patrons au Nigeria. Mais par la suite, l'esprit lui a pris de venir pour rentrer. Il a donc fait créer Powakam pour électrifier son pays.
Et les gens comme Tamadjan Ndoumou, ça c'est le nom, il était ingénieur de ponts et chaussées. Ce sont parmi les gens qui ont arrangé les routes de Paco et le Kumba. Et ils étaient des types pas de fonctionnaires, mais ils dirigeaient des travaux et lui-même il dormait sur la route. Des jours, les jours et les nuits courants, comme ils étaient engagés pour le développement de leur pays. C'est tout ce mouvement qui est abouti à la référendum et la réussite de ceux qui voulaient la réunification. Et ceux qui ont continué à œuvrer, pas nécessairement par un militantisme, juste en faisant leur travail quotidien. Et on a un pays à... Que les Européens ont séparé arbitrairement. On veut qu'on revienne. Oui. Même si après certains ont des idées ou la conviction qu'ils avaient fait une erreur. Toujours été que la majorité avait l'esprit des gens qui ont bien fait, on a fait de bons choix. Nous vous avons présenté sa vie dans la politique, mais ce que les gens ont oublié et ne savent pas, c'est sa participation dans le développement du Cameroun. Il est avec un certain nombre de Français, d'Européens, choisis par le président Ahidjo, le seul Camerounais à avoir participé à la conception et à la réalisation du centre universitaire de la santé du Cameroun, qui est devenu par la suite la faculté de médecine de Yaoundé. Docteur Monet Kosso, je suis revenu vers vous parce que vous savez qu'on est au cinquantenaire de l'OMS, de l'installation de l'OMS au Cameroun. Oui. Alors maintenant, je sais que quand on parle OMS en Afrique, vous êtes mieux placé parce que vous avez travaillé à l'OMS après avoir enseigné à Ibadan. Je sais donc à partir de là que vous devez être sûrement dans les négociations, les préparatifs pour le bureau de l'OMS au Cameroun. Donc je ne me suis pas trompé. Vous demandez quelque chose. Quand on commence à penser OMS au Cameroun, vous êtes où vous en ce moment? L'OMS a été installé au Cameroun le 8 décembre 1962. À ce moment-là, j'étais à Ibadan comme professeur de médecine agrégé à Ibadan. Mais j'étais également membre de la commission de la préparation de la faculté de médecine de Yaoundé. Le président Ahidjo m'a nommé comme le seul membre extérieur de la commission. Donc j'étais donc bien placé des deux côtés. Comment les choses évoluent au Cameroun, récemment indépendant, 2 ans seulement. Et bien sûr, comment les choses évoluent à l'OMS. Je vais revenir en arrière. Alors, dans ce dossier, est-ce que vous étiez seul ou bien il y avait d'autres participants camerounais? Le Cameroun, 2 ans après l'indépendance, intéressait beaucoup à la santé. Et pourquoi ils avaient invité donc l'OMS de venir.
2 professeurs de médecine européens, un belge, un britannique, étaient les 2 consultants qui avaient fait les premières propositions pour la création de la faculté de médecine de Yaoundé. Nous étions donc en 63. Oui, mais là, l'OMS était déjà installée. Oui. Ouais, moi, je parlais de entre 60 et 62. Oui, à ce moment-là, avant l'installation de l'OMS. On avait un système de santé installé par les Français au Cameroun oriental et par les Anglais au Cameroun occidental. Les 2 systèmes étaient 2 systèmes parallèles, puisqu'il y avait deux gouvernements fédérés dans une fédération au départ. Mais l'OMS avait un petit bureau à Yaoundé et ils faisaient des expériences de ce qu'ils appelaient des zones de démonstration d'action en santé publique. Ça, c'était l'expérience menée par des fonctionnaires de l'OMS. Ils avaient 4 ou 5. Je me rappelle Bafan, je me rappelle Baturi, je me rappelle Mezam Baminda. Au moins c'est 3 ou 4. Et c'était des fonctionnaires recrutés par l'OMS étrangers qui travaillaient à l'intérieur de cette zone d'aspect. Ce qui est, pour retenir, intéressant, c'est que à l'époque, juste après l'indépendance, l'OMS aussi agissait comme un colon. Puisque dans ces zones, nous les Camerounais n'avions droit à mettre les pieds dedans. Ils devaient faire ce travail et préparer ce qui devenait après les soins de santé primaires, avant Amata. Mais il y avait, sur le plan historique, un événement très important. La première conférence sur la formation des médecins en Afrique s'était tenue à Yaoundé. J'y ai participé en tant que fonctionnaire consultant de l'OMS. Nous étions 2 consultants. Professeur Mac Sankale de la faculté de Dakar et moi, Moné Kosso, de la faculté de Lagos. C'est à ce titre. Et la réunion a eu lieu dans les locaux du centre de l'ancien locaux du Parlement, l'Assemblée du Cameroun oriental. Où aujourd'hui, le centre linguistique pilote est installé. Oui, oui. C'était le premier événement d'envergure en Afrique. Mais c'était donc ici à Yaoundé. Alors, s'il vous plaît, docteur, je continue à insister. Parce que je voudrais que vous m'expliquiez exactement comment l'OMS s'est installée au Cameroun. Ça, je sais que vous le saviez parce qu'à l'époque, vous étiez fonctionnaire de l'OMS. Parce que l'OMS s'est installée ici, l'accord de siège. Le 8 décembre 1962. Oui. Or, je sais que vous aviez participé à ces travaux-là pour organiser ça. Non, je n'étais pas tout au début dans l'installation de l'OMS au Cameroun. N'oubliez pas que le Cameroun était indépendant seulement 2 ans. Oui. On était même dans l'histoire de politique d'organiser les États, comment on fait. Donc il n'y avait qu'un petit bureau à côté de ce qui était l'ancien ministère de la Santé publique, là où il y a des figures de Eugène Jamou. Là où était Madame Chang Delphine. Madame Delphine Chang, oui. Et puis l'activité du terrain était de préparer une faculté de médecine. 63-64. C'est à ce moment-là que j'étais membre de la commission. Mais en tant que membre de la commission, j'étais en fonction à Lagos. Je venais à Yaoundé pour assister aux réunions de la commission. Donc vous savez quand même comment ça s'est passé? Oui, il n'y avait pas grand-chose sur le terrain.
à l'époque. L'OMS avait ses petits bureaux. Et comme la plupart des bureaux de l'OMS de l'époque, un bureau de représentants, et un petit bureau attenant sa secrétariat, et puis son chauffeur et sa voiture, c'était tout. C'est moi qui, plus tard, j'ai fait changer tout ça, puisque j'ai estimé que quand j'ai pris mes fonctions à Brazzaville, que pour être efficace, une équipe qui est servie comme bureau de poste ne suffirait pas pour intervenir dans un pays. Et donc, je pense que d'autres activités, je vois ce que vous voulez, j'étais en train d'oublier, la commission présidée par le docteur Simon Pierre Tchungui avait décidé avec le gouvernement de faire venir un expert résident à Yaoundé, dans le bureau de la commission. Et cet expert était le professeur Tran Dinh Dê, un Vietnamien. C'est le premier qui est venu. C'est le premier qui est venu. Et c'est lui qui a fait de très bon travail. Il a étudié les dossiers de tous les Camerounais potentiels qui pourraient être financés par des bourses de l'OMS pour préparer les agrégations ou préparer telle ou telle spécialité. Et donc, c'est un travail minutieux, de telle sorte qu'au moment de 1969, à l'ouverture de Cruz, tout a été préparé. Donc, c'est le premier représentant résident, c'est Tran Dinh Dê. Il n'était pas représentant, il était expert sous l'ordre de Simon Pierre Tchungui dans la commission. C'est important. Les représentants, lui, à l'époque, je pense que ce fut un malgache, le docteur Radinoro. Lui, avec son bureau au ministère de la Santé publique, là où il y a l'ancien ministère. C'est ça, parce que comme nous sommes en train de faire les 50 ans, Oui. le cinquantenaire de l'OMS, c'est pour ça que j'insistais pour que vous nous disiez Oui. donc comment ça s'est passé. Donc nous savons que c'est Tran Dinh Dê qui vient d'abord. Oui. Après il y a René, Radinoro. le Il était docteur au bureau Radinoro. de représentation de l'OMS. Voilà Boam et Yumamoto. Mama mnama yeno obusuwango mende bukateba ese wamila kisano onola myomema mese na bolino dena dubena omendela kisemba mama mna mayeyeno oboso Ogo Nentepu Kate Baise Wabira Iso Onyola Nyome Mame Senabo Ino Denatu de la qui misodi na mabuiseno obisoma mine bukate oje ami myobema banu mausane wa uponda yese nena pitena omenera kisemba Sodi nama puise no bi soma mente po kate odie ya bibio nema baguma
wapi tena umelaki sema. Mesdames, Messieurs,